C'est un grand plaisir de vous accueillir au Forum économique de Montréal, à cette session étonnante, puisqu'on va parler de l'autre intelligence. Il y a l'intelligence que l'on connaît, que l'on a, que l'on pratique, et cette nouvelle intelligence qui est en train d'envahir le monde, qui est l'intelligence artificielle. On est très heureux à BANQ, Bibliothèque Archives nationales du Québec, d'être associé à la Grande Conférence de Montréal parce que sa volonté de réconcilier, sa volonté de faire savoir les changements économiques et technologiques du monde, eh bien, ça nous rejoint. La culture, elle est aussi technologique de plus en plus. Ses travaux se font avec des outils technologiques, la recherche se fait avec des outils technologiques et, évidemment, elle est aussi, la culture, elle est aussi économique. Donc, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la culture, l'avenir du savoir. Qu'est-ce qu'on veut créer avec ça? Qu'est-ce que ça va nous permettre de créer, de connaître qu'on ne connaît pas? On va régler tout ça dans les 45 prochaines minutes. Alors, on a la chance d'avoir avec nous de très grands esprits qui ont travaillé sur cette question, qui la pratiquent, je dirais, cette question. Je commencerai par Gabriel Ramos, une très grand constructeur de l'univers dans lequel on vit. D'abord une grande carrière au Mexique, une grande carrière en Amérique latine, en économie, dans l'enseignement, et ensuite passage à l'OCDE comme directrice de cabinet du directeur général de l'OCDE, mais avec des tâches absolument considérables. Et puis aujourd'hui, numéro 2 de l'UNESCO, avec des projets très précis sur le sujet qui nous rassemble. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Arnaud Beaufort. Arnaud Beaufort, ceux qui écoutent France Culture, dans nos auditeurs le connaissent parce qu'on l'a entendu. J'allais dire on l'a beaucoup entendu, mais le beaucoup ici est un beaucoup heureux. On l'a beaucoup entendu à France Culture parler des sujets que nous allons aborder avec lui. Et puis nous avons une grande amie de BANQ qui est la grande patronne des archives et bibliothèques du Canada, qui nous vient donc d'Ottawa, Leslie Weir. Leslie Weir, c'est un personnage fascinant. C'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire pour regrouper, pour rassembler. Elle a été la présidente de l'Association des bibliothécaires du Canada. Elle a créé en Ontario la Scholar Portal, qui est une référence. Et on est très heureux qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Enfin, nous avons une très grande signature dans la recherche sur l'intelligence artificielle qui vient de nous arriver à Montréal, qui est à l'Université de Montréal, Irina Rich. Irina Rich est un parcours absolument saisissant. Elle a un PhD d'une grande université américaine, mais elle a aussi après une maîtrise d'une grande université russe. Et ce qui l'intéresse, elle, dans la vie, et on va la questionner sur ça, c'est le rapport entre l'intelligence artificielle, le cerveau, tout ce qui est, pour reprendre ces termes, l'euroscience, le neural data, machine learning, etc. Alors, je suis très heureux de les accueillir, de leur souhaiter la bienvenue à la Grande Conférence de Montréal. Et je leur poserai aux 4 la même question. Pour commencer notre conversation, comment les institutions de savoir, les universités, les grandes bibliothèques, les archives, les institutions de savoir dans le secteur privé et dans le secteur public, comment ces institutions de savoir et de culture peuvent-elles s'approprier l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça va leur donner de plus? Qu'est-ce qu'elles vont réussir à faire qu'elles ne pouvaient pas faire avant que l'on dispose de cet outil, de cet allié, peut-être, on verra, extraordinaire qu'est l'intelligence artificielle. Je vais demander peut-être à Gabriela Ramos de répondre en premier. Ensuite, on fera le tour de table avec nos 3 autres invités. Ouais, bien. Merci pour l'invitation à la conférence de Montréal et merci aussi pour cette
question qui est vraiment au centre de la discussion, pas seulement de les institutions qui gèrent les connaissances, comme les bibliothèques, comme les universités, mais pour tout le monde. On les voit maintenant comme c'est important que les entreprises, les étudiants, tout le monde a une maîtrise de l'intelligence artificielle d'une manière ou autre pour avancer leurs propres propos. Et c'est vrai, le seul sujet ici, c'est que la technologie, la collecte de données, la puissance des ordinateurs, de l'ordinateur et le cloud computing nous ont vraiment donné une vélocité. Je ne sais pas si on le dit comme ça en français, mais ça a créé une avance de la technologie impressionnante. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la possibilité de gérer une quantité de données qu'on n'a jamais pu le faire sans la technologie. Donc, mais quand même, on va produire de la connaissance nouvelle. C'est pas seulement la connaissance nouvelle, ce sont des capacités analytiques. C'est ça que l'intelligence artificielle fait. On les voit maintenant avec la production de la vaccine ou avec cette dernière progrès de savoir comment est-ce que la protéine fonctionne. Ça nous aura pris 5 années de travail intellectuel et ça a pris 1 année pour le machine learning. Donc, je pense que c'est une promesse exceptionnelle pour vraiment avancer la compréhension de beaucoup de sujets qui nous prendra plus si on avait seulement l'intelligence humaine. Bien sûr que l'intelligence humaine, c'est au centre aussi du développement de technologie et on doit à la UNESCO, on fait l'appel toujours de ne pas avoir seulement la technologie qui gère tous les progrès, mais qu'on le fait toujours avec l'être humain au centre. Merci. Leslie, quelle serait votre réponse à vous? Merci beaucoup, Jean-Louis. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui à Montréal. Excusez-moi? Je suis très heureux que vous soyez là. Mais merci. Et j'aimerais commencer par dire que je vous parle des territoires non cédés des peuples Algonquin-Anishinaabe. I am actually really thrilled to talk about artificial intelligence because I think it's going to have a massive impact on libraries, archives, and all cultural institutions. I think that we will be able to change the way we do many of our current activities and functions that underpin our mandates as memory institutions. So I think it'll have an impact on how we acquire collections, how we remove archival duplicates, how we do automatic indexing, and how we repurpose descriptive data that, of course, is what makes our collections accessible to the public. I also think that we will enable new ways of knowing our collections, and that these tools that will allow us to visualize our collections as data and enhance the access to the collections when we're working at large scale. So that can actually have the impact of creating new knowledge through knowing our collections in different ways. I also... How advanced are we? How advanced are we? Yeah. I think we're starting to use AI, particularly in terms of access and looking at improving ways to be able to do automatic indexing of our collections and to use algorithms to support people in finding materials. But I think we're just at the beginning. I think we're going to see also a big impact of AI in ensuring the authenticity and the integrity of data, which I think is extremely important in today's world. And hopefully it'll even help us ensure the physical security of our collections by helping us deal with potential environmental risks and threats. So lots of different exciting ways. Arnaud Beaufort, on a hâte de vous entendre. Vous pratiquez tout ça déjà chez vous? Alors, bonjour à tous et merci beaucoup de m'inviter à
à donner un témoignage depuis Paris, depuis la Bibliothèque nationale de France. On y travaille, on n'est pas si avancé que ça. On voit bien tous les avantages qu'il y aura à utiliser de l'intelligence artificielle. Comme Leslie Weir l'a dit, il n'y a pas un pan de l'activité qui ne va être touché un jour, mais nous l'abordons d'au moins deux façons. Bien sûr, d'offrir de nouveaux services grâce à l'intelligence artificielle, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi peut-être permettre que les données dont nous disposons, eh bien, aident nos publics, car vous le savez, une bibliothèque nationale travaille pour le monde de la recherche, et donc nous visons à ce que les données numériques dont nous disposons permettent d'entraîner les IA, et que ce soit des données finalement francophones est un point important pour qu'il n'y ait pas que des données anglophones qui entraînent les IA. Dans le futur, je pense que ce sera important. Alors, les services à base d'IA que nous les imaginons aussi comme bibliothécaires avec des approches éthiques et responsables. L'exigence scientifique en matière d'analyse des résultats, la connaissance des biais, la connaissance des données sources, le respect des données des utilisateurs, la maîtrise des technologies, en particulier l'explicabilité des résultats, tout ça sera bien sûr au cœur je l'espère en tout cas, au cœur des services à base d'IA que nous offrirons. Alors, pour la bibliothèque, actuellement, eh bien, sachez qu'on est en train de mettre en place un plan d'action, une feuille de route. La feuille de route, en fait, ça me paraît important de le dire ici. Alors évidemment, elle regarde notamment les questions de moyens, parce que l'IA, ça coûte cher, peut-être on y reviendra, et donc il faut des investissements, des ressources humaines, des infrastructures, et les bibliothèques ne sont pas forcément les acteurs les mieux dotés en la matière. Donc une feuille de route, c'est important pour à la fois mesurer le gap qu'il y a à parcourir pour y arriver, et puis aussi pour traiter de questions de base comme make ou buy, vous voyez, des choses très simples, sujet par sujet. Mais je crois que ce qu'il faut peut-être retenir sur la notion de feuille de route, c'est que le seul fait de la produire permettra son appropriation par l'ensemble de la communauté que représente une bibliothèque. C'est une appropriation donc qui sera collective en impliquant le maximum d'acteurs. En fait, une feuille de route, c'est un peu comme un sachet de thé. Ça sert à faire infuser un sujet au sein d'une organisation. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Irina Rich, just to say to her how pleased we are to have her with us and to welcome her in Montreal in a way. I will ask you the same question I asked to our colleagues that are there. How can institutions of culture and knowledge leverage artificial intelligence to contribute to the creation of a new ecosystem where these technologies are ubiquitous? Well, thank you. First of all, thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be part of this great conference. And the question you're asking is definitely very timely because, as we all know, artificial intelligence field is expanding rapidly in the past several years. I would say exponentially. And last week, we just had the largest and kind of most prominent conference of the year called NeurIPS, where the top researchers in the field get together. And there are multiple exciting, interesting topics, including topics related to kind of our daily lives and ethics and culture. Because with increasing power of artificial intelligence algorithms and their scaling to larger and larger data sets, it becomes more apparent that it's very important to keep in mind the ethical use of AI approaches, to be aware of how the algorithms we develop can be used or potentially misused. So it kind of goes in parallel now with scientific research, that kind of implications that AI can have for our daily lives and for various ethical aspects.
And to answer your question, I guess the core important topic here is education. So kind of educating not just students in computer science programs, but more broader education about artificial intelligence so that general public and even like kids in school understand better what AI is or is not. What is it about? Like demystifying AI and giving like better understanding how modern techniques work. I think that will be very important for both spreading the better understanding and avoiding misunderstandings about what AI is or is not, and also for kind of better practical use of AI technologies in the future. So it will kind of becomes what literacy became, just everybody eventually learned how to read and write. So hopefully, eventually, everyone will learn at least how to use AI, if not how to program it. So I am quite optimistic that that will become the second literacy in our society. Then at some point it will be included in the curriculum. It should be definitely included in a school curriculum. I don't see any reason why not, because very basic concepts such as pattern recognition, classification of objects, and so on and so forth, you can explain them to even kids in elementary school, leave alone high school. And depending on the level of explanation, I mean, those ideas, concepts, and the notion of algorithm can be explained to kids as well. You say, well, here is a procedure. How do you, for example, make pancakes? You use a procedure for that. You have a recipe. Well, algorithm is kind of a recipe just for achieving different goal, and so on and so forth. I mean, I've seen even books appearing on the market, something like machine learning for babies or deep learning for babies, like a nice reading for the kids. So I think it's can be and should be done at different levels of explanations. So general public will be getting used to these concepts and will understand them better. There is nothing mystical about them. On va retenir votre proposition. L'année prochaine, on gardera peut-être comme thème l'intelligence artificielle et les bébés, et les tout petits. Je me tourne vers vous quatre pour vous poser la question suivante. Les institutions, et il y en a trois qui dirigent les institutions qui entrent, vous l'avez dit, depuis Ottawa et depuis Paris, qui entrent dans le jeu de l'intelligence artificielle, dans le champ de l'intelligence artificielle, de quoi ont-elles besoin? On a entendu parler d'une feuille de route depuis Paris. Qu'est-ce que les institutions doivent faire en termes de personnel, en termes de budget, en termes de technologie? De quoi doivent-elles se doter pour pouvoir tranquillement arriver à cette maîtrise dont tout le monde parle en ce moment? Première question. Deuxième question, tout le rapport avec le public. Qu'est-ce que ça va changer dans la relation avec les usagers? Un usager qui nous écoute, qui se dit, bon, ils vont faire tout ce qu'ils ont dit, mais ça va changer quoi quand on est un usager d'une grande institution culturelle? Je laisse la parole à qui? Je la donne à Paris, tiens. À Paris, France. On donnera Paris UNESCO après. Ah. Alors, pardon. Donc, nous sommes deux de Paris. Merci beaucoup. Alors, pour la Bibliothèque nationale de France, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut bien sûr des compétences, il nous faut les moyens de pouvoir faire appel à des entreprises qui maîtrisent tout ça, parce que nous n'avons pas en interne encore une maîtrise approfondie de ces technologies. Donc là, c'est là où le privé peut et doit nous aider. Il faut aussi des données. Et donc, j'insiste sur la nécessité de poursuivre dans les institutions patrimoniales l'effort de numérisation qui est fait pour que les IA puissent s'entraîner sur toujours plus de données. Et par exemple, les données issues de la presse. Et puis,
Enfin, il faut aussi investir sur la donnée elle-même, la métadonnée, ou sa diffusion, son ouverture. Donc, il faut que les institutions en question, eh bien, elles s'équipent du cadre juridique et technique pour justement mettre leurs données sur en licence libre de type CC BY, l'ouvrir sur le web de données et de créer des API puissantes pour que justement les gens qui développent des IA puissent eh bien venir y accéder. Et par exemple pour la Bibliothèque nationale de France, nous avons depuis longtemps investi l'API, le protocole 3IF pour l'accès aux données elles-mêmes, qui permet une plus grande circulation et donc un accès massif aux images numérisées. Et s'agissant de la relation avec l'usager, eh bien, vous voyez, les deux projets les plus avancés dans les projets de la BNF, c'est notamment pour traiter le volume de données que nous avons et la diversité des collections dont nous assurons la sauvegarde et la garde. Donc, l'aide au catalogage, premièrement. Typiquement, avec le volume de tout ce qui est produit, eh bien, l'IA nous aidera demain à mieux cataloguer plus rapidement, en se fondant notamment sur les éléments qui sont présents dans les avatars numériques des objets. Donc, en recevant l'e-book, on cataloguera plus facilement le livre papier parce que finalement, l'IA nous aidera à préparer les notices. Et donc, rendre les ressources plus visibles, c'est mieux les signaler et le public verra une différence. Et puis, pour l'exploration des collections, eh bien là, c'est toutes les questions de fouilles d'images, fouilles de textes, reconnaissance d'écriture, manuscrits, tapuscrits. Aujourd'hui, vous devez encore faire appel à des moteurs de recherche qui sont finalement très sommaires. Donc demain, l'IA va vraiment là-dessus, avec la profondeur d'analyse offerte par la machine, va aider le public chercheur à trouver beaucoup plus d'éléments, des éléments jusqu'ici finalement inconnus. Leslie, we're asking. Could I just chip in? I'm turning to Leslie to ask her, what is the connection, all we just heard from our colleague from Paris, to public policy, to convincing the governments that they have to invest in that specific domain in the cultural institution? I think that this is a critical question. Arnaud has raised many key opportunities, but without investment, they won't be able to come to fruition. I think most governments realize that data is now an important cultural asset. It's a societal asset. And so institutions have to have the capacity to be able to manage that data in a way that makes it accessible and usable. So we need that comprehensive and flexible metadata. And we need to be sure it's reliable and that it has long-term authenticity. And I think that many governments today are realizing the importance, especially those that are looking at ensuring civil discourse and the support of democracy in their societies, that this becomes quite critical. So I think that we as cultural institutions have an opportunity to create those messages within our own countries, but also globally, so that many countries of the world will recognize this as a strategic investment for their countries. Thank you so much. Irina, what's your answer to that? You mentioned that at some point it should be in the curriculum to make everyone knowledgeable about artificial intelligence, to know what it is exactly, how it impacts our life. What's about public policy in your view regarding those questions? Where are we? It's a very good question, and indeed there are ongoing discussions about
democratizing artificial intelligence in a sense, because on one hand, there is a concern also that potentially if AI is concentrated and data are concentrated mainly in hands of several large corporations, that might be not the most desirable kind of situation. So somehow there are multiple discussions about how to go about that, because in a sense you want AI to be accessible to everyone, just as like other natural resources are accessible. So it's a tough question, and as I said, I'm coming more from the side of research and education rather than government and policies. But I think that we all need to continue dialogue about how to both kind of contribute to the fastest, the most successful growth of AI area, while also trying to make sure that we kind of develop AI that is ethical, that is democratic, that's accessible to people kind of everywhere, not necessarily in just large corporations. So it's a good question. I mean, I'm probably not the best person to answer question about policies, but I can definitely relate to what aspects should be kept in mind when discussing those policies. And as I said, the accessibility of AI and ethical considerations should be kept in mind, whatever we are developing and whatever way we want to keep going forward with that. Merci. Distance education is also democratizing AI and the kind of making it more easy to understand and easy to use. OK, on a parlé des écoles, on a parlé du besoin de démocratisation, de la connaissance de l'intelligence artificielle. On a parlé des besoins des institutions, de se doter de personnel, de travailler avec des sociétés qui ont la maîtrise pour ce qu'elle existe aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On a parlé des pouvoirs publics. On vient d'entendre un mot très important, que tout ça se fasse dans un environnement, dans un cadre éthique dans lequel on puisse se reconnaître. Et là, je me tourne vraiment vers l'UNESCO. Je me tourne vers vous, Madame Ramos. Vous êtes en train de travailler, si j'ai bien compris, à l'UNESCO, justement, sur des normes ou sur des règles, en tout cas, des repères qui pourraient être universels, qui pourraient être communs à l'ensemble des familles humaines, des sociétés humaines. Vous pouvez nous dire un mot de ces travaux que vous conduisez en ce moment? Yes, thank you, Jean-Louis. I was really wanted to intervene because what I feel is that we are discussing in the panel how do we take advantage of the current flows of AI, and what we really need to think is how do we change the business model in which these technologies are being developed. Because as Irina has said, is 200 firms internationally that produce 77% of the artificial intelligence. The massive gathering of data is done by big companies that usually are Anglo-Saxon companies. Nothing wrong with that because they are the ones that are producing the IPR. But the reality is include Chinese also? Chinese, yeah, but they serve their market. The Anglo-Saxon are serving the whole world. And of course, the Chinese, when it comes to the broadband and when it comes to 5G, they of course do it. But in terms of the production of the outputs of AI is particularly these firms that are coming from the US, from the 15 big platforms, 11 are American. So the fact is that you have a technology that is global, that is not having a global standard that will tell you how it will diversify. And then we know that they are not inclusive because 85% of the developments in software of artificial intelligence are made by male-only teams. So women are not represented and are not represented in ITC studies. The Global South are consumers of these technologies when they can,
because you have half of the world that is not even connected to internet, let alone understanding algorithms or biases in algorithms. And I would say that it's not only the fact that you are going to recognize patterns, you need very high level skills to understand the mathematical configuration of all these algorithms and how they translate biases that then is very difficult to understand. They are not diverse. This is a question that in UNESCO we are looking after, because the cultural developments that we have all over the world are not being reflected in the kind of offers that we have in internet. And the recommendations are based on algorithms that have to do with the business model of the enterprises, not what the world really needs or requires in terms of, and then let alone disinformation, hate speech, and all the echo chambers that we know the social networks can produce in terms of divisions and in terms of very violent content. So what we're doing at UNESCO... What do you propose? What we're doing at UNESCO is developing a recommendation on ethical artificial intelligence. And this has to do with aligning and developing the regulatory practices from the policy field. I'm not a bibliotecaire. I come from the policy field. We need a regulatory environment that is not technologically driven, but human driven. This is what I meant. What does it mean? It means that we need to make sure that whomever is developing these technologies is aware that the outcome of whatever machine learning or big exercise that is done with an algorithm will need to respect human rights, human dignity, and human determination. When you go with machine learning or neural networks, sometimes the machine might come with answers that not even the developers will know why they deliver certain results. But in any case, accountability, transparency in the algorithm, the question of explainability, the question of co-creation with different groups that are pairs is very important to ensure that we don't have series that have women's voice in reproducing these biases of the analog world, or simply the kind of issues that now the US Congress is addressing now with the business models of Google, which uses their algorithms to put people only to the recommendations that they value based on commercial interests only, not on any other interest, or the fact that you have Facebook buying every single startup and therefore the competition issues are not there. So the fact is that this recommendation that is global, because it has 193 countries, that has been done with the participation of thousands of people around the world and with the Global South, is going to develop an ethical impact assessment. And this ethical impact assessment, which is a tool, will need to be used by the developers. And can be... Comment le monde se divise par rapport à ce que vous venez de nous raconter, par rapport à ce besoin que l'on reconnaît avec vous, bien volontiers, mais quand même vous êtes à l'UNESCO, il y a des blocs, il y a des mondes de différence entre le respect des droits de l'homme, si vous venez de telle région ou de telle autre, etc., etc. Il y a la question des droits socio-économiques, de leur progression extraordinairement lente dans certains cas, les droits politiques, les droits civils. Quand on travaille sur ces questions à l'UNESCO, comment la carte géopolitique réelle du monde imprègne vos travaux? Well, the fact is that you have some regions like Europe that since a decade ago put privacy and safety at the center of the discussion. And this month they will be delivering another white paper that is putting the protection of the rights of people at the center. The US has been more light in terms, they have followed a more light regulatory touch because they have always favored more innovation. And China is also more in the innovative field. But I feel that they are converging just because we have seen all this hate speech, the disinformation in the COVID context, the divisions that can come from these technologies without knowing where they came from, is bringing all these countries together, and they are asking us to have a very ambitious recommendation that is really putting at the center the protection of the human rights. And this has to be the concept that needs to inform the development of these technologies, because it seems that we are technology driven,
instead of being human-driven with very strong regulatory frameworks. We don't even can decide on accountability issues. I think this is. Est-ce que vous travaillez étroitement avec le Conseil des droits de l'homme? Bien sûr, on travaille avec le Conseil des droits de l'homme, on travaille avec le Conseil d'Europe, mais les standards de l'UNESCO, c'est un standard global. Et je pense que l'UNESCO, c'est la seule institution dans le contexte des Nations Unies qui a un mandat sur l'éthique. Nous étions les premières à développer le concept de l'éthique du génome, l'éthique des vivants. Et je pense que l'éthique, que c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans les débats politiques internationaux, doit vraiment devenir le centre de nos actions. Et on va développer cet instrument pour l'humanité. Et quel est votre calendrier? On va voir les négociations cette année et j'espère qu'on l'aura prêt pour novembre cette année. Mais déjà, on a commencé à travailler pour développer les Ethical Impact Assessment, le Readiness Index, exactly to give the capacities to those countries that have not dealt with these technologies a lead to develop their own indigenous. Are you thinking about the Universal Periodical Review? Each country having to come explain what he's doing, and that's how UNESCO functions. Okay, we have the privilege to have with us a great specialist about the connection between intelligence, artificial and human brain. And I would like to ask Irena Rich to say something about what are you really looking for? What do you expect to discover in applying intelligence artificial to human brain? What's the connection there that you are working on? Yeah, that's a very good question because it's a really exciting field. And in a sense, the high-level answer is, the reason for neuroscience, psychology, psychiatry fields, and for AI partially, is that they're all driven actually by desire to understand intelligence, understand how brain works. And I view artificial intelligence, partially as an engineering discipline developing tools, but partially it's just part of the kind of old philosophical quest trying to understand what is intelligence and how humans think and feel. And in a sense, taking this kind of engineering take on that, as Feynman was saying, if I cannot build something, I don't understand it. So to me, the convergence between artificial intelligence and neuroscience is in the common goal of just trying to understand our brains, understand our thinking processes, understanding decision-making, emotions, and so on. So we're just coming at the same goal from different points. And to me, artificial intelligence applications to, say, brain imaging, they're bringing the modern tools of data analysis and helping us to find patterns in, say, brain imaging data that would be potentially telling or even predictive about developing particular mental disorders. We used to work on data for schizophrenia, cocaine addiction, chronic pain, so on and so forth. And there are many efforts just trying to understand whether you can detect mental states from the data coming from all kind of modalities that are being recently developed in, say, brain imaging using machine learning and statistical tools. So this direction is very active, and I think it's very fruitful kind of collaboration between AI and neuroscience, but also towards that high-level goal of better understanding and improving how brain works. The opposite direction that we and many others are looking into is potentially driving more inspirations from neuroscience, psychology, psychiatry about how human brain works, what we know about that, in order to make our artificial intelligence better. So to me, I would say AI would stand not so much for artificial intelligence, but rather for augmenting human intelligence.
So that to me would be ultimate goal of creating those technologies together with other brain sciences trying to understand and hopefully improve how we are. So that would be the true meaning of AI. On arrive presque à la fin de notre temps, fort malheureusement. Est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous? Est-ce que l'un ou l'autre a une interrogation, une question à poser à un collègue qui est là? Je laisse la parole à qui veut la prendre. Yeah, just what Irina said in terms of understanding better. I find it fascinating that you're thinking that by understanding artificial intelligence, we might understand our own brain, which is very interesting, because the areas where artificial intelligence cannot replace the human brain is those that are related with perceptions, that are related with morals, with emotions. And I think that's the limit. And that's exactly why we need an ethical and human control of the developments in the technology. But it's an interesting concept. Actually, I don't think. I'm sorry. You go. I don't think there is a limit in terms of developing moral AI. It is possible. It depends how you train it. And one idea is, for example, when you put kids in the proper environment, say Montessori school, they pick up the rules and the kind of procedures and morals of that environment. So if you put AI in a carefully designed good environment, if you don't feed it data that contained hate speech, it will not learn hate speech. So I think it's possible to create proper training environments and build into AI the concepts of ethics and moral and what our values, just like we do it with kids. Maybe I'm overly optimistic, but I think it is possible. Merci. Je voudrais me tourner maintenant vers Arnaud Beaufort. Vous êtes dans des collaborations avec l'Europe. Il y a une coopération au sein de l'Europe sur ces questions. Alors, il y en aura. Il faut faire preuve quand même ici d'une grande humilité. On n'est qu'au tout début. Hein. La question se pose même, vous voyez, de bien accueillir les chercheurs. Actuellement, on met une dernière main en salle X dans la bibliothèque François Mitterrand à Paris à un data lab qui permettra de réunir des bibliothécaires, des chercheurs et des informaticiens. On n'en est qu'à l'étape de susciter et de favoriser le dialogue, hein, et créer des cercles vertueux pour voir de quoi les gens ont besoin, de quoi les chercheurs ont besoin pour essayer de leur apporter des réponses. Et donc évidemment que dans nos discussions avec la British Library, avec l'Allemagne, évidemment que nous sommes tous attentifs justement en ce moment même à essayer d'accompagner, vous voyez, plus que de vouloir avoir des idées préconçues sur ce que nous devrions faire. Hein, on apprend au contact des besoins et on partage notamment en effet avec nos homologues évidemment au niveau européen et aussi avec certaines bibliothèques américaines. Je pense à Stanford puisque nous co-organisons par exemple avec Stanford la Fantastic Future, la conférence l'an prochain sur ce thème de l'IA et ça se tiendra à Paris à la BNF et c'est co-organisé avec AI for LAM, vous savez, l'intelligence artificielle pour les bibliothèques, les archives et les musées, et avec Stanford. Donc voilà, nos partenaires habituels avec lesquels on travaille sont tous confrontés finalement à cette question du positionnement. Comment est-ce qu'on crée ce contact et cette circulation d'informations, cette transparence aussi, parce que vous l'avez dit, les questions éthiques sont majeures. Donc il faudra documenter tout ça et y aller pas à pas. Direz-vous que c'est plus un dialogue qu'une coopération en ce moment? C'est en effet, on est les uns et les autres, je pense, on n'est pas assez avancés pour commencer à faire des projets en commun. On est vraiment en train, au tout début, vous voyez, on fait
vous l'ai dit, on fait une feuille de route, on crée un espace qui sera d'ailleurs d'abord convivial. J'espère que le Covid nous permettra de l'ouvrir avec ce volet convivial que nous souhaitons. Si, ça va partager, venir. Former. Ça va venir. Voilà. Est-ce que c'est la même chose en Amérique, Leslie? La coopération? Il y a beaucoup de coopération entre les bibliothèques et les archives en Amérique du Nord et au Canada. Toute la question de comment on va travailler avec les académiques et les chercheurs, on a déjà des relations et on travaille en étroite au sujet avec les académiques pour voir l'impact potentiel comme données de la recherche et quoi on pourrait faire avec l'intelligence artificielle, avec l'accès à des données comme ça. So I would say in North America, there's a growing awareness of the power of artificial intelligence and the need to have partnerships amongst the different stakeholders, including the cultural institutions, the librarians and archivists, the scientists, the researchers, and in fact, marginalized cultural groups and other stakeholders in society to look at how we develop the frameworks that Gabriella was talking about. Cette conversation impossible à résumer, je la résumerai par 3 mots. Comprendre, et que tous comprennent, que le plus grand nombre comprennent. Deuxièmement, maîtriser, utiliser, avec des fins très précises en fonction des usagers, etc. Et troisièmement, mettre en harmonie avec cette grande invention du XXe siècle que sont les droits humains. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et au très grand plaisir de vous retrouver. J'avais une dernière question, vous n'aurez pas le temps de répondre. De quoi parlera-t-on quand on parlera de l'intelligence artificielle dans 40 ans? Merci d'avoir été avec nous. Au grand plaisir.